Oui, qui les demande. Voilà, bonjour à tous. Merci de rejoindre ce webinaire ce soir. Donc ce webinaire consacré au thème de l'humain au défi de ChatGPT, opportunités et dangers. Donc je suis Jean-André et j'accompagne l'association donc Alliance Vita sur les études scientifiques. Et j'ai le plaisir d'avoir autour de la table euh, trois invités. Tout d'abord, Bertrand Thirion, qui est donc responsable d'une équipe d'intelligence artificielle à l'Institut de recherche INRIA-Saclay et qui développe des techniques d'intelligence artificielle pour l'imagerie cérébrale. Il est aussi coordinateur du groupe de travail IA du Centre Théâtre de Chardin sur l'Université Paris-Saclay, qui s'intéresse à la rupture anthropologique que représente l'irruption de l'IA dans notre monde. Voilà. Donc, bonjour Bertrand. Bonsoir. Ensuite, nous avons le docteur Grégoire Inzelin, qui est médecin neurologue chargé du numérique pour l'Institut cancérologique de l'Ouest. Il est aussi fondateur de Debunking Progress, une association qui intervient pour sensibiliser aux innovations techniques afin qu'elles soient au service de l'homme. Bonsoir. Bonsoir. Et nous avons aussi le professeur Paulo Rodrigues, qui est doyen de la faculté de théologie de l'Université catholique de Lille, docteur en théologie et en sciences biomédicales. Donc, il dispense des cours en éthique, bioéthique, anthropologie et sur le dialogue entre science et foi. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, donc ce soir, nous allons parler de ce thème, l'humain face au défi de ChatGPT, opportunité et ou danger. Ce que tout le monde peut vivre autour de soi, hein, c'est que voilà, ChatGPT et tous ses concurrents, hein, il n'y a pas de publicité particulière pour ChatGPT, Perplexity, Claude, Mistral, et voilà, sont des innovations technologiques d'intelligence artificielle générative, voilà, qui sont devenues accessibles à tous et qui changent profondément les manières de formuler des requêtes sur Internet, d'interagir avec la base de connaissances phénoménales auquel a accès ces différentes IA. Donc résumé, synthèse, adapté aux questions, capacité à interagir, des questions et réponses interactives. Voilà, les opportunités d'utilisation sont très nombreuses hein, dans l'éducation, la création, le journalisme, le codage informatique pour s'inspirer, avoir ou tester des idées, avoir un premier jet jusqu'à fournir des analyses thématiques complètes. Donc voilà, ça entoure vraiment notre environnement. De plus en plus de personnes les utilisent. Et on a aussi identifié des limites d'utilisation, notamment dans la production même des réponses de ces outils. Voilà, par exemple, sur la manière dont sont sourcées les réponses, la génération d'informations parfois fausses, mais aussi sur ces conditions d'utilisation, notamment dans le monde éducatif, avec des risques de plagiat, par exemple. Voilà, il y a aussi des peurs qui sont apparues sur l'accélération du remplacement de l'homme avec de telles innovations technologiques. Voilà, donc ce que je vous propose ce soir, c'est de répondre, chaque intervenant va répondre un peu à la question déjà de savoir comment ils utilisent ces IA génératives dans leur usage personnel, professionnel, éducatif. Et on va commencer tout de suite par Bertrand Thirion. Donc, Bertrand va nous permettre d'explorer un peu ce qu'il y a sous le capot de ces belles machines et un peu démythifier les technologies sous-jacentes, ou en tout cas, à minima, nous les rendre accessibles. Et donc, première question pour Bertrand. Thirion, est-ce que vous utilisez ChatGPT déjà et en tant que chercheur, est-ce que ChatGPT vous aide dans le monde de la recherche académique? Oui, bonne question, merci.
D'abord, bonsoir à tous. C'est un très grand plaisir d'être avec vous pour discuter on va dire de ChatGPT ou de ces grands modèles de langage. Donc, je vais peut-être dire LLM. Désolé, hein, c'est un anglicisme, Large Language Models, mais qui est finalement un terme générique. Mais bon, si je dis LLM, pensez ChatGPT, ce sera un petit peu la même chose. Alors oui, moi, je l'utilise un petit peu, assez peu en fait, parce que mon employeur, qui est un institut public, me dit que j'ai la responsabilité de ce que j'écris. Hein, donc je peux pas déléguer le pouvoir de penser à une machine. Je suis responsable des écrits que je produis, et donc je dois toujours avoir la main dessus. Donc je fais un usage mesuré de ces systèmes. Par contre, j'utilise volontiers, par exemple, quand je dois améliorer une lettre. Quand j'écris une lettre pour quelqu'un, j'ai tendance à avoir un style un petit peu froid, et donc pour rendre ma lettre plus agréable à lire, je la fais relire par un LLM qui va souvent me rendre une copie un petit peu meilleure, un petit peu plus chaleureuse. Et sinon, j'utilise éventuellement Copilot pour également générer, compléter du code. Il se trouve que quand on écrit du code informatique, on écrit souvent un peu les mêmes choses. Dans le monde, il y a beaucoup de gens qui écrivent, qui résolvent des fonctions, des problèmes similaires, et donc qui écrivent des codes qui se ressemblent. Et des systèmes comme Copilot, qui sont comme des LLM, eh bien, permettent d'automatiser ces tâches et de les rendre plus faciles. Merci, merci beaucoup pour cette voilà cette première des premiers aperçus sur l'utilisation de ChatGPT et de ses concurrents. Peut-être une petite instruction que j'ai pas donnée en préalable à nos échanges, c'est que il y aura un certain nombre une séance de questions-réponses à la fin des interventions, et donc on vous propose dans le chat de poser vos questions, voilà, et qui seront ensuite étudiées à la suite de ces différentes interventions. Juste cette, cette instruction, voilà, pour rendre la chose la plus interactive possible. Voilà, donc maintenant, Bertrand Thirion, est-ce qu'il serait possible de nous expliquer un petit peu comment l'émergence, un peu surprise peut-être pour le grand public de ChatGPT, s'inscrit dans le développement historique de l'IA? Alors, vaste question, je vais essayer d'y répondre en moins d'un quart d'heure. D'abord, c'est quoi l'IA? Peut-être faudrait dire ça, hein, l'intelligence artificielle. Alors, il y a plein de définitions possibles. Je vais en retenir une seule que je trouve dans Wikipédia, qui me paraît bien. Donc, un ensemble de théories et de techniques visant à réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Donc, une forme de programme. C'est un programme qui a environ 70 ans. Ça fait 70 ans que les gens utilisent ce concept pour décrire un certain nombre d'activités de recherche ou d'activités industrielles. Alors, je ne vais pas reprendre toute cette histoire, je vais juste dire que là, on est en quelque sorte au sommet d'une vague qui a enflé pendant 30 ans. Pourquoi je dis 30 ans? On peut discuter la date, mais il y a 30 ans a commencé Internet. Hein. Internet, c'était une opportunité pour accumuler des données et pouvoir générer des systèmes qui vont exploiter des grandes données. Et donc, on a créé des systèmes particuliers, des réseaux de neurones qui imitaient un petit peu le fonctionnement du cerveau humain, notamment pour traiter le langage. On aurait fait cette réunion il y a 10 ans, on n'aurait pas parlé du tout de système de langage parce que ça marchait pas du tout à l'époque. Les performances étaient assez pitoyables. On avait des systèmes assez faibles. Ça commençait à avoir on commençait à avoir des jolies choses sur la vision. Par contre, vers 2017-2018, on a commencé à produire des systèmes qui traitaient le langage très bien et pour finir par générer du langage. Et donc, ChatGPT, c'est un système qui sait analyser, représenter le langage et ensuite typiquement générer des réponses à des questions qu'on lui pose, ce qu'on appelle un chatbot en bon anglais. Parfait, merci beaucoup pour cette voilà, cette introduction. Est-ce que voilà, comment se positionne ChatGPT par rapport à ce qu'on appelle une IA on peut dire faible, spécialisée, une IA générale forte? Alors,
le consensus aujourd'hui, c'est de dire que les LLM, donc ChatGPT et consorts, sont des systèmes d'IA faibles, c'est-à-dire qu'ils ont des capacités étroites. Ils traitent le langage de façon étonnante. Je pense que pas mal d'entre nous ont été étonnés de voir ce qu'on arrivait à faire avec ChatGPT, on y reviendra. Mais c'est quand même un système qui n'a pas de compétences autres que celle de produire du langage. Et donc, on est en tout cas très loin d'un système qui serait analogue au cerveau, puisque notre cerveau, on peut dire ça de façon imagée, traite le langage, mettez des guillemets, mais le cerveau fait beaucoup d'autres choses en même temps. Et donc, on peut dire que, en ce sens-là, on n'est encore qu'une intelligence, qu'une IA faible. Faut bien penser quand même pour réaliser ce qui se passe, c'est que quand ChatGPT génère une phrase, il ne sait pas, mettez autant de guillemets que vous voulez, ce qu'il veut dire. Hein. Il a juste, en quelque sorte, produit un calcul qui, mot à mot, génère une séquence. Cette séquence est une phrase, mais c'est un système qui a juste manipulé des symboles arbitraires et qui n'a pas accès à l'information de ces symboles, à la vérité renvoyée par ces symboles. Très bien. Donc ça, vous avez bien donné le principe de donc c'est des grands modèles de langage, hein, c'est Large Language Models. Quelles sont leurs manières d'apprendre? Alors, les manières d'apprendre, c'est assez, c'est assez bourrin, si je peux me permettre. Vous prenez des grands corpus de texte et vous demandez à la machine de vous cacher le mot courant, d'accord? Donc, vous prenez le texte jusqu'au mot courant et vous dites à la machine quel est le mot qui vient après. Et puis vous recommencez indéfiniment, des milliards de fois. Probablement aujourd'hui, je ne sais pas combien, des milliers de milliards de fois, des millions de milliards de fois. Et en faisant cet exercice de façon répétitive, la machine apprend en fait à représenter le langage. Elle apprend que il y a des constructions qui reviennent dans la langue. Et donc, elle arrive comme ça à représenter une information. Elle arrive à repérer que dans un texte, il faut des fois aller chercher loin pour retrouver, par exemple, qu'est-ce qui était désigné par un pronom dans ce texte. Et donc, du coup, arriver ensuite, dans la phrase suivante, à remettre le bon genre, à remettre un pluriel s'il faut un pluriel, etc. Donc, des aspects de syntaxe, de structure du langage, et aussi une cohérence sémantique. Si vous parlez d'une chose, vous savez de quoi vous parlez. Quand vous avez un mot qui a plusieurs sens possibles, le sens de ce mot va être donné par le contexte. Et ça, ce genre de machine arrive à désambiguer, en quelque sorte, le sens des mots pour analyser correctement le langage et puis le reproduire. Voilà. Donc ça, voilà, enfin de façon très, peut-être très simple, ce qu'il faut, comment ça marche. Donc il faut bien penser que pour ça, il faut des corpus de textes gigantesques. En gros, aujourd'hui, tous les textes que l'on connaît, qui ont été informatisés, sont utilisés par les systèmes d'IA pour s'entraîner. Très bien. Donc ça, en termes justement de contenu de ces corpus, comment ils sont constitués, quelles sont leur plage de temps de constitution, est-ce qu'on y a facilement accès, est-ce qu'on les connaît? Alors là, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est que il s'agit d'un secret industriel et que les entreprises, aujourd'hui, sont des entreprises privées principalement qui entraînent ces modèles et elles ne nous disent pas sur quel corpus elles les entraînent. Elles les traitent ça donc comme un secret qu'elles veulent garder. Évidemment, il y a des choses publiques comme Wikipédia, par exemple, qui peuvent être utilisées, c'est très bien. Mais c'est un problème, évidemment. D'abord parce que on peut se demander si ils ont bien respecté tous les droits d'auteur. Utilisent-ils seulement des contenus qu'ils ont le droit d'utiliser? Et donc, il est clair qu'il va falloir qu'on avance, et ce sera par voie législative, sur la transparence de ces modèles.
Ensuite, la base d'entraînement, donc quand on entraîne un modèle, c'est sur une base en général qui est fixée, une base de données qui est fixée, et donc on fige en quelque sorte un corpus de référence à un moment donné, on entraîne le modèle dessus, et puis ensuite on continue à entraîner le modèle. Donc le modèle que vous voyez en production, celui que vous pouvez utiliser dans une interface, il est figé, il ne va pas bouger, et puis par derrière on va continuer à entraîner le modèle avec de nouveaux documents qui arrivent, peut-être avec le produit de vos conversations avec ce système. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que comment ChatGPT construit son langage? Pourquoi ChatGPT produit un langage humain un peu standardisé, neutre? Disons que le modèle d'entraînement de ces systèmes, ça consiste en fait à être bon en général, bon en moyenne si vous voulez, de donner la bonne réponse, la bonne suite logique à un énoncé en moyenne. Et donc pour ça, il faut correspondre le mieux possible au langage courant, aux expressions courantes. Il y a par ailleurs des biais. ChatGPT est entraîné sur des corpus majoritairement anglophones. D'ailleurs, tous les grands systèmes de langage, il n'y a pas que ChatGPT. Et donc, ils ont tendance à avoir un accent un petit peu américain quand ils parlent, parce que voilà, les corpus sur lesquels ils sont entraînés sont biaisés. Donc, cette notion de biais, c'est que le corpus ne reflète pas de façon équitable toutes les cultures, toutes les façons d'écrire, toutes les façons de s'exprimer, mais plutôt une forme de culture dominante avec une possibilité d'interagir dans différentes langues, etc., éventuellement d'entraîner sur des textes exprimant des points de vue différents. Néanmoins, il y a une espèce de régression à la moyenne qui fait que on retrouve un style qui est un petit peu le style américain moyen, souvent un petit peu verbeux, utilisant beaucoup d'adjectifs, etc., qui n'est pas tout à fait le beau style français, qui est normalement un petit peu plus sobre, un petit peu plus ciselé. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Est-ce que ChatGPT peut être confondu avec un humain? Oui, alors c'est la question du test de Turing. Donc vous savez que l'inventeur au fond de l'IA, ou le père de l'intelligence artificielle, Alan Turing, avait proposé comme un espèce de test pour dire qu'on aurait réussi à faire un système intelligent le jour où, au terme d'une conversation de 5 minutes avec ce système, on ne saurait plus dire s'il s'agit d'un humain ou d'une machine. Si on essaie de le dire, on se trompe une fois sur deux. Alors, aujourd'hui, on peut débattre sur le fait que ChatGPT a ou non réussi à passer ce test. Moi, je pense qu'il le passe. C'est-à-dire que, on peut discuter. Il y a un livre très intéressant auquel je peux vous renvoyer, c'est Conversation avec une IA de Jean-Charles Cointeau, où justement il s'amuse à faire alterner des passages écrits par lui, des passages écrits par ChatGPT. Lui, il pense que d'ailleurs que le système passe pas encore tout à fait le test de Turing, mais à mon sens, c'est qu'une question de temps. C'est-à-dire que dans 1 an ou 2, comme ces systèmes n'arrêtent jamais de s'améliorer, même si on considère qu'il l'a pas passé aujourd'hui le 3 octobre, il l'aura passé bientôt. Donc oui, pour moi, ces systèmes arrivent à égaler nos performances en production de langage et puis en gestion des connaissances et des informations. Alors, toujours en restant sur le thème un peu de la conversation un peu longue, pourquoi la première question, souvent quand on utilise ChatGPT, ne donne souvent pas une réponse pertinente à l'utilisateur? Pourquoi il faut reformuler la question plusieurs fois pour obtenir une réponse pertinente? Alors, il me semble que la réponse à ça, c'est que le système a besoin de contexte. Le langage prend son sens dans un contexte et il y a beaucoup d'implicites. Quand nous nous exprimons dans une conversation, il y a énormément de choses implicites que nous ne disons pas, mais que notre interlocuteur va pouvoir comprendre parce qu'il nous connaît, parce que, etc. Il entend le son de notre voix aussi, les émotions, des tas de choses. Ça, ChatGPT n'y a pas accès, ou le LLM n'y a pas accès. Et donc, il va donner une réponse très neutre, très plate, simplement parce que il lui manque des informations.
Et donc, il faut que vous arriviez à expliquer à ChatGPT quelle est votre intention, quel est votre objectif, pourquoi vous posez telle question, pour aider le système en fait à donner la bonne réponse. Et donc, effectivement, on le fait de façon itérative. On propose un premier énoncé, on obtient une réponse un petit peu décevante, on explique pourquoi elle est décevante et le système peut progresser puisqu'il peut changer soit de style, soit adapter le contenu de la conversation à votre demande. Donc on appelle ça, en termes techniques, le prompt engineering. L'ingénierie de prompt. Le prompt, c'est l'instruction que vous donnez au système. Il y a une mention qui est un peu particulière de ChatGPT, qui est mentionnée dès l'interface, qui indique ne partagez pas d'informations sensibles. Les chats peuvent être passés en revue et utilisés pour entraîner nos modèles. Donc pourquoi vous avez déjà un petit peu répondu, mais pourquoi ces données rentrées par l'utilisateur sont potentiellement utiles pour l'amélioration des performances de l'algorithme? Les systèmes de langage, ils sont en fait toujours en manque de données. Ils sont affamés, ils ont besoin de toujours plus de texte. Et donc tout est bon à prendre. Si vous prenez la peine de vous adresser à lui, pourquoi ne garderait-il pas ces données de conversation? Après tout, il y a des millions d'utilisateurs qui génèrent chaque jour des millions de lignes de texte. Pourquoi ne pas les utiliser pour continuer à entraîner le modèle? Donc, ça, évidemment, ça représente un risque important qu'on appelle de fuite de données privées. Si vous prenez une lettre que vous écrivez, si vous demandez à ChatGPT de l'améliorer, il est probable que vous allez révéler à ChatGPT des informations sur l'interlocuteur, sur qui vous êtes, etc. Si vous êtes dans une entreprise, vous risquez de révéler des secrets industriels. Donc évidemment, la parade à ça, c'est d'avoir des licences particulières, payantes évidemment, qui garantissent, en théorie en tout cas, que le système de langage ne va pas utiliser le contenu le prompt, on va dire, pour se réentraîner. Merci beaucoup. Maintenant, on va parler un petit peu des biais. Est-ce que vous pouvez nous expliciter un peu les différents biais qui sont produits un peu dans les réponses, dans la nature des réponses de ChatGPT? Oui, alors ces biais, je l'ai dit, j'ai dit un petit peu, on dit souvent que ChatGPT parle comme un Californien moyen, démocrate, peut-être un peu plus jeune que moi, mais qu'il a tendance à être un petit peu macho, un petit peu ceci, un petit peu cela. Donc, il y a d'une part le fait que le corpus pousse ce système à être biaisé. Donc, c'est toujours une constante dans les systèmes d'intelligence artificielle. Ces systèmes reflètent les biais des données sur lesquelles on les a entraînés. Ce qui en soi, on ne peut pas les incriminer pour ça. C'est juste qu'ils auront tendance à les perpétuer, puisque à chaque fois qu'on va les réutiliser, ils vont reproduire ces biais. Et donc, c'est là que l'IA peut être un petit peu dangereuse. Néanmoins, il y a une autre étape quand même, qui est qu'il y a une correction a posteriori des productions de ces systèmes. C'est-à-dire que on veut éviter que ChatGPT produise des contenus insultants ou à caractère gênant, pornographique ou autre. Et donc pour cela, il y a une phase de correction derrière où on a présenté des énoncés à des humains qui ont dit ça c'est ok, ça c'est pas possible. Et donc du coup, on barre certaines choses qui ne sont pas admissibles. Et donc il y a des annotateurs humains, souvent de pays du tiers monde, qui ont passé des heures à noter des réponses possibles, voilà, pour que le système ne dérape pas, comme avait fait il y a quelques années un chatbot fait par Microsoft, j'ai oublié son nom, mais qui après une journée avait été débranché parce que il commençait à dire des choses, à faire des remarques racistes ou sexistes, etc. Et pourquoi l'IA générative, c'est son nom, génère des fausses références parfois, des fausses bibliographies? Comment c'est possible? Alors ça, c'est quelque chose qui évolue au fil du temps. Donc, faudrait voir quelque chose que OpenAI donc corrige à propos de ChatGPT. C'était particulièrement vrai dans les premières versions de ChatGPT, celles qui ont été rendues disponibles il y a 2 ans. Et effectivement,
puisqu'il génère du texte mot à mot, il peut aussi générer des références mot à mot. Et vous savez très bien que vous parlez d'un sujet technique, vous avez une référence, donc vous avez des noms qui arrivent, et on peut mettre ces noms, et puis du coup on peut associer à ces noms le titre d'un article ou d'un livre qu'ils ont écrit, mais aussi qu'ils auraient pu écrire, parce que finalement le langage est toujours un petit peu redondant, et donc le système vit dans cette redondance, et donc tout ce qui est vraisemblable est bon finalement. Et donc oui, le système hallucine des références, et donc de ce point de vue-là, il est absolument pas fiable. Pour que le système devienne bon, il faut le coupler à une base de connaissances, à une base de données, en fait, qu'il fasse la requête Internet que vous auriez faite avec un moteur de recherche typiquement pour corriger sa réponse. Ce qui fait maintenant, enfin, de plus en plus automatiquement. Super, très bien, merci pour cette réponse. Donc pour aussi comprendre un peu comment dire, certains usages de ChatGPT. Est-ce que ChatGPT raisonne? Est-ce que est-ce qu'il réfléchit pour répondre pour résoudre des problèmes, par exemple, pour donner des solutions? Parce que j'ai vu ça dans mon entourage, des personnes qui utilisent ChatGPT comme ça. Est-ce que c'est le bon outil d'IA pour faire ça? Non, ChatGPT, c'est un perroquet numérique. Hein. C'est un système qui réverbère en quelque sorte des tas de contenus de langage qu'il a absorbés et qu'il reproduit de façon adaptée, peut-être mieux qu'un perroquet, d'accord. Néanmoins, c'est pas un système qui résonne en tant que tel. Alors, il est possible de coupler un modèle de langage à des systèmes de raisonnement. C'est quelque chose qui commence à se faire et qui va se faire de plus en plus. Mais donc, un système de langage tout seul ne raisonne pas. Et donc, lui confier des tâches compliquées pour lesquelles il n'y a pas de leçons qu'on pourrait, enfin de réponses qu'on pourrait simplement réciter en l'ayant apprise par cœur, eh bien, ce système ne va pas donner de bonnes réponses. Il n'y a pas de raison qu'il donne une réponse particulièrement bonne. En tout cas, il n'a aucune pragmatique, il n'a aucune façon de vérifier que la réponse qu'il donne est correcte. Très bien, merci beaucoup Bertrand Thirion pour cette un peu voilà de tenir dans le temps pour le moteur en fait de ce qu'il y a derrière ces IA génératives et donc ça nous éclaire bien. Donc on va passer maintenant au docteur Grégoire Inzelin qui est donc neurologue et qui va déjà nous dire un petit peu dans sa pratique de médecin quel est son usage de l'IA en général et de ChatGPT en particulier et aussi de manière personnelle. Alors, dans la pratique professionnelle, le Conseil de l'ordre ne veut pas que nous en servions à cause de la fuite. On vous entend pas, excusez-moi. Est-ce que vous m'entendez là? Attendez, je recommence. Non, c'est très faible. Alors, attendez. C'est bon là, ça y est, c'est bon, ça y est. Super. Non, là, c'est parti à nouveau. Je suis désolé. Non. Hop. Là? Oui. Est-ce que c'est bon? D'accord. C'est parfait. Merci. Pardon. La difficulté qu'on a, c'est que nous n'avons pas le droit de nous en servir à titre professionnel, en tout cas, dès qu'on aborde la donnée médicale, puisque l'aspect juridique de la donnée médicale n'est pas encadré à l'heure actuelle. Le niveau de la donnée médicale qui va de la donnée la plus simple, qui est l'état civil, à la donnée la plus compliquée qu'on pourrait avoir sur des études génétiques, toutes ces données sont pour l'instant sous embargo, au moins officiellement, et donc logiquement, on n'a pas le droit de s'en servir dans l'utilisation des dossiers de malades. Alors après, il nous arrive parfois de nous en servir comme des moteurs de recherche, c'est-à-dire finalement, si on explore des choses sur des pathologies rares, le problème des hallucinations, c'est qu'en fait, parfois, par contiguïté, ils nous donnent des étiologies un peu aberrantes, et donc ça fait pas mieux qu'un moteur de recherche. Donc à la limite, on est resté à l'utilisation des moteurs de recherche. Reste la rédaction d'un certain nombre de choses. Alors très honnêtement, je m'en sers pour les mails de relance ou les choses dans ce style-là, ou un certain nombre de choses qui ne comprennent pas de données médicales. Oui, ça m'arrive. À titre personnel, je m'en sers pas plus que d'un moteur de recherche. Mais je suis une vieille chose, donc c'est peut-être une question générationnelle.
Et en termes d'usage un peu prospectif de l'IA, est-ce que pour vous, ça permettra, quels seront les usages futurs possibles de ces IA pour réduire les erreurs, les erreurs de diagnostic? Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble une possibilité ou pas? Alors, d'abord, ce que l'IA fait très bien, c'est l'analyse de l'image. Et donc, pour tout ce qui est radiologie, il y aura une espèce de screening. La difficulté, c'est que ce sont ce qu'on appelle, nous, les images approchantes, c'est-à-dire c'est le fait que certaines images aient des significations ambivalentes, qu'elles doivent tenir compte de la clinique, et que donc, interpréter une image, c'est pas une interprétation uniquement de pixels. Donc, en termes de débrouillage, oui, il faut dire que l'IA a un meilleur œil que le radiologue puisqu'elle voit beaucoup plus de nuances de gris ou de couleurs que ne le voit l'œil du radiologue, parce que je crois que là, c'est 80 pour l'œil du radiologue et 256 pour l'IA. Et donc, c'est un excellent moyen de débrouillage, mais pas un moyen diagnostique, puisque ça nécessite d'être contrebalancé avec la clinique et d'être contrebalancé avec l'expérience de l'opérateur. Après, c'est certainement une arme très puissante dans la pharmacopée, en particulier dans le screening des molécules, parce que ça mettait un temps absolument incroyable, alors que les systèmes d'IA vont extrêmement rapidement. Et puis la troisième chose, c'est que, alors cet usage n'existe pas, parce que moi je l'ai jamais vu. Enfin, il existe peut-être, mais je ne l'ai jamais croisé. Il faudrait qu'on puisse avoir un prompteur, c'est-à-dire qu'à la limite, on puisse avoir un système qui nous assiste quand on écoute le malade avec une liste de diagnostics et que ça nous rappelle les diagnostics rares auxquels on pense pas forcément, qui complètent l'expérience. À mon sens, je n'ai jamais vu de système développé dans ce sens-là. Maintenant, il y a un inconvénient majeur ou un obstacle majeur qui est que un système d'IA qui écouterait le malade, il faudrait s'assurer d'une confidentialité absolument parfaite de l'écoute. On retombe sous l'article 63 du Code pénal sur le secret, et je pense pas que ce soit possible pour l'instant, excepté des utilisations expérimentales. Très bien. Merci beaucoup, Grégoire Inzelin, de nous avoir éclairé un peu sur votre pratique et votre réflexion sur les possibles usages de l'IA. Donc maintenant, on va essayer de voir un peu comment on peut comparer l'intelligence humaine à l'intelligence artificielle. Donc, est-ce que vous pourriez déjà nous définir, est-ce qu'il est possible déjà de définir ce qu'on appelle l'intelligence humaine? Est-ce que c'est assez difficile. C'est assez difficile. Finalement, si on définit l'intelligence humaine, c'est le concept d'adaptabilité et d'exploration permanente du monde. C'est très vaste, c'est-à-dire que c'est une définition très floue. Si on commence à descendre la focale et voir des choses plus précises, ces capacités d'adaptabilité dépendent d'énormément de choses. Elles dépendent en particulier de l'utilisation de nos 5 sens. Or, tout le monde sait que tout le monde n'a pas la même oreille, n'a pas la même qualité de vue, n'a pas la même qualité de toucher, n'a pas la même qualité olfactive. Un grand cuisinier ou un nez dans la parfumerie n'est pas un musicien qui a l'oreille absolue. Donc, il y a une espèce de balance à l'intérieur du cerveau qui se fait entre différents sens. Et donc, l'intelligence qui, classiquement, neurologiquement, s'appuie sur les 5 sens, c'est une définition un peu restrictive, mais s'appuie sur les 5 sens, elle est difficile à définir puisque nous-mêmes n'avons pas des sens permanents. Je prends un exemple que tout le monde connaît. Si demain, malheureusement, vous devenez aveugle, vous allez exacerber, pour des questions de plasticité cérébrale, vos aires auditives, olfactives et gustatives, et donc vous allez contrebalancer vous-même ce que vous avez perdu. Donc, c'est pas un équilibre stable, c'est un équilibre qui varie au cours de la vie, et donc l'adaptabilité, elle va aussi varier au cours de la vie. La deuxième chose, c'est que il faut interroger Stanislas Dehaene, mais ce sont les travaux qu'il a fait. Il y a une prédictibilité, enfin il y a une espèce de pré-câblage du cerveau. Si vous prenez un nourrisson à la naissance et que vous prenez alors dans les minutes qui suivent la naissance ou dans l'heure qui suit la naissance, vous pouvez mettre des électrodes sur le cerveau, vous pouvez le documenter, mais il n'y a même pas besoin. Vous prenez un sac dans lequel vous mettez des boules bleues et une boule jaune, vous tirez les boules bleues régulièrement devant le nourrisson, et puis au moment où arrive la boule jaune, le nourrisson a une réaction de surprise. Donc, à l'intérieur du cerveau, en prénatal, et se sont développées des capacités de probabilité dont on ne sait pas très bien comment elles se sont développées. Donc, on est dans une espèce d'état qui fait que l'intelligence humaine est un concept extrêmement flou. À la fois, on peut donner des définitions d'adaptabilité, mais on ne sait pas très bien de quoi on parle et on ne sait pas très bien comment finalement
des petits générateurs dipolaires de type 0 ou 1 qui varient leur adaptabilité en fonction des neurotransmetteurs qu'ils utilisent, sont capables d'arriver à une organisation de l'intelligence. Le deuxième exemple qu'on donne toujours, ce sont, alors je sais jamais si ces pauvres patients s'appellent des crétins ou des idiots sublimes, c'est-à-dire que vous avez chez certains grands autistes, une concentration de l'intelligence ou de l'adaptabilité sur une fonction particulière. Il y a un exemple extrêmement célèbre qui date d'il y a 30 ans d'un autiste new-yorkais qui est capable, si vous le mettez en face d'un immeuble, de dessiner la structure de l'immeuble en utilisant des points et des croix, ce qui a fait sa fortune, entre guillemets, parce que les promoteurs immobiliers new-yorkais l'utilisaient. Il allait beaucoup plus vite que les instruments de mesure, mais il avait par ailleurs un handicap relationnel absolument majeur et un autisme très profond. Donc, comment l'intelligence se concentre-t-elle ou se déconcentre-t-elle et comment se répartit-elle? À l'heure actuelle, je pense qu'on est extrêmement flou, même avec les études d'IRM fonctionnelles. On approche vaguement du début du commencement. D'accord. Donc pour résumer, déjà un flou sur ce que c'est l'intelligence humaine, aussi la manière dont elle se câble au début, comme on dit, le pré-câblage, et aussi la variété qu'on peut avoir aussi dans chaque personne est spécifique dans son intelligence et la manière dont ça va s'exprimer. Et dans la relation sociale, puisqu'on sait très bien que les enfants des Lebensraum, des camps de concentration, qui étaient laissés sans aucun soin, mouraient du fait de ne pas avoir d'interaction. Ils n'étaient que nourris, c'est des expérimentations épouvantables qui ont été faites par les médecins nazis, mais n'étant que nourris, ils mouraient réellement, physiquement, de l'absence d'interaction sociale. Donc l'intelligence, elle se frotte aux autres intelligences et elle évolue et elle s'adapte en fonction des contextes qu'elle rencontre et des gens qu'elle rencontre. Alors justement, sur ce sujet-là, comment se développe un peu la notion d'empathie par rapport à l'autre? C'est très difficile. Ça dépend de beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce que je viens de vous dire. L'empathie, c'est la capacité de se projeter et d'envisager les souffrances de l'autre. Alors, on a des explications neurologiques assez basiques, des neurones miroirs, c'est-à-dire que finalement, quand quelqu'un a un sentiment de douleur, enfin une expression de douleur en face de vous, vous avez avant toute la réponse neurologique des neurones situés extrêmement profonds dans la partie profonde du cerveau, c'est-à-dire la partie thalamique, je fais court, mais c'est un peu plus compliqué que ça, qui vont réagir immédiatement et qui vont donner une première approche. C'est une explication très simpliste de la première impression, mais globalement qui donne ça. Donc vous allez avoir des libérations de neurotransmetteurs qui sont les libérations de neurotransmetteurs que vous avez appris à manier dans la douleur. Donc vous allez ressentir la douleur de l'autre. Ensuite, alors c'est le médecin qui vous parle, nous on a été élevés à l'empathie, c'est-à-dire qu'on nous emmenait progressivement pour annoncer des diagnostics extrêmement difficiles. D'abord, nous étions 3 pas derrière celui qui les annonçait, puis 2, puis 1, puis on était à côté, puis on nous mettait 1 pas devant, 2 pas devant, 3 pas devant, et après on nous disait appelle-moi si jamais tu as un souci, mais annonce-le tout seul. Et donc on apprenait progressivement de manière empirique, ce qui parfois était certainement un peu difficile pour les familles, mais et on a développé plus ou moins selon certains. Ce qui explique aussi la diversité médicale. Vous avez des professions médicales qui sont des professions de deuxième ligne, pas de deuxième portée, mais de deuxième ligne, de back-office, si j'ose dire, et qui sont donc des professions dans lesquelles, finalement, cette empathie n'est pas absolument nécessaire et le métier est suffisamment riche pour que des gens qui ne se sentent pas très empathiques ne soient pas obligés d'être devant. Donc, c'est une modulation, encore une fois, c'est une modulation permanente. Cette modulation permanente, elle s'apprend, ce sont des circuits qui s'organisent et qui se désorganisent. Maintenant, donner la circuiterie égale et exacte de l'empathie, c'est un peu annexe. Je pense qu'on peut pas. Donc maintenant, est-ce que si on compare intelligence humaine et intelligence artificielle, pour vous, c'est quoi les principales différences? C'est difficile comme question. Si je me réfugie derrière les épaules de Daniel Handler, en fait, l'intelligence artificielle est aussi un concept flou, avec au moins 5 ou 6 définitions en fonction de l'intelligence complète, les systèmes d'intelligence artificielle, etc. La difficulté, je pense, c'est que il y a une différence fondamentale et il y a des points proches. Il y a l'adaptabilité, il y a l'analyse, il y a les différentes hypothèses, il y a la prédictibilité que le cerveau utilise beaucoup. Donc, il y a des points communs. La grosse différence, à mon sens, c'est que
le cerveau est un système adaptable qui passe son temps à oublier des données. C'est-à-dire qu'en fait, si je fais court, votre mémoire est une espèce de tamis à 3 hauteurs. La couleur de ma chemise, donc là tout le monde va s'en souvenir pendant 48 heures, mais si je n'avais rien dit et qu'on avait débranché, que je vous avais dit dans 2 heures quelle était la couleur de la chemise de Grégoire Azelin, vous étiez incapable de me le dire. Si je l'indice, vous allez la garder 48 heures. Maintenant, si je vous demande dans 6 mois quelle était la couleur de ma chemise, il y a de forts risques d'erreur. Parce que l'indissage ne sera pas suffisamment puissant pour que vous gardiez la donnée. Donc, il faut pondérer la donnée, l'indicer 3 fois pour que ce soit stocké de manière définitive dans la mémoire, dans des choses qui ressemblent à des clouds, c'est-à-dire avec des structures associatives qui sont reliées par des structures extrêmement complexes qu'on commence à découvrir, qui sont ce qu'on appelle des connectomes, qui sont des systèmes de connexion des neurones entre eux. L'intelligence artificielle est une machine à acquérir. Comme l'a très bien dit Bertrand Thirion, c'est un système dans lequel on prend de la donnée, on lit, on accumule de la donnée, on lit de plus en plus. Donc, il y a une différence fondamentale qui est que le cerveau est une machine qui n'acquiert pas et qui oublie en reprenant la donnée. Il y a une capacité d'oubli, c'est un truc qui explique le fait que même si vous avez des souvenirs très difficiles, un certain nombre de ces souvenirs vont difficiles. Vous vous souvenez moins des mauvais moments que des bons moments. Parce que l'indissage se fait pas de la même manière. Et donc, je pense une des grosses différences entre l'intelligence artificielle et le cerveau, c'est que la puissance de stockage n'est pas utilisée de la même manière. Et donc, l'indissage, la prédiction et le raisonnement, l'adaptabilité ne vont pas utiliser les mêmes ressorts. D'accord, c'est très clair. Est-ce qu'il y a un concept équivalent en IA à la plasticité cérébrale que vous pouvez... Alors, pas à ma connaissance, faudrait demander à Bertrand Thirion, ça je sais pas répondre. Il y a d'adaptabilité certainement, puisqu'il y a des collaborations entre les couches. C'est tous les travaux d'Yann Lequin, parce qu'en fait, vous avez des structures au niveau du cortex occipital, qui sont des structures en arc de cercle, qu'on s'appelle les structures convolutives, et donc qui permettent une meilleure collaboration entre les différents neurones, ce qui explique l'adaptabilité extrêmement importante de des zones visuelles. Mais je ne sais pas si cette collaboration, en fait, la théorie des connectomes est suffisamment récente. Hein, elle date de travaux des universités de Namur en particulier, de Laurent Weil. Je ne sais pas si j'ai pas vu passer de papier qui parle de ça dans les réseaux neuronaux artificiels. Je sais pas répondre en fait. D'accord. Pardon, merci. Pour revenir sur le concept d'empathie qu'on a entre humains de manière assez naturelle. Je vous ai perdu. Est-ce que la notion d'empathie J'ai perdu la question. Je vous entends plus. On a perdu le son un instant, oui. On a perdu le son un instant. Oui. Voilà, je vous ai récupéré, j'ai pas entendu votre question. Alors, je répète la question. Comme on parlait tout à l'heure d'empathie entre humains, est-ce que l'empathie peut se développer entre humains et machines? La projection, pas l'empathie. C'est-à-dire que il faudrait que la machine ait une empathie réciproque. L'empathie des machines, alors il y a beaucoup de travaux de science-fiction dessus, mais je suis pas sûr que ça existe véritablement. Par contre, l'être humain a une tendance naturelle à projeter une empathie sur quelque chose. Alors, c'est l'exemple donné par Serge Tisseron ou Dominique Lambert, qui est un exemple qui date un peu et qui est sur le champ de bataille d'Afghanistan avec l'armée américaine. Quand vous déminez un terrain, vous utilisez des robots démineurs. Donc, un robot démineur, c'est une grosse poutre en métal avec des systèmes numériques à l'intérieur et, je crois, 6 ou 8 pieds. Qui marche pesamment sur les champs et qui explose régulièrement. Chaque fois qu'il marche sur une mine, il y a une patte qui explose. Une fois que la poutre a perdu toutes ses pattes, vous allez récupérer la poutre en ligne derrière par où elle est passée. Vous êtes sûr que c'est déminé. Vous regreffez, si j'ose dire, des pieds à la poutre et elle est repartie pour se faire exploser. Or, pendant un déminage réel des Marines de l'armée américaine, ils avaient terminé le déminage de manière humaine avec le risque qui allait avec. Et ils comprenaient pas la procédure. Et en fait, ils n'avaient qu'un ou deux robots démineurs et le pauvre robot démineur qui avait explosé ses 5 pieds se traînait sur sa dernière petite patte. Ce qui a été effectivement très difficile pour des marinistes qui sont quand même entraînés. Et donc, ils ont envoyé une cohorte de psychologues de l'armée américaine qui se sont aperçus que les servants des robots démineurs leur avaient donné des noms de chiens.
Et donc les robots, puisqu'on avait nommé le robot, on avait projeté une affectivité sur le robot. Alors il y a des travaux de Laurence de Villers sur le risque de projection affective sur les robots domestiques chez les personnes âgées, mais l'être humain projette affectivement de l'empathie assez naturellement sur des choses avec lesquelles il vit d'habitude. C'est la projection sur les chiens ou des choses dans ce style-là, avec parfois une espèce de tendance à l'humanisation ou à l'anthropomorphie qui est particulièrement prégnant chez des gens isolés ou dans des conditions de stress important, ce qui était le cas des démineurs pendant la guerre. Très bien, merci beaucoup Grégoire Inzelin pour tous ces éclairages passionnants sur le fonctionnement de la machine humaine, si je peux l'appeler comme ça, mais en tout cas qui est magnifique et mystérieuse et toujours avec des découvertes en permanence. Donc maintenant nous allons passer à Paulo Rodrigues, donc qui est notre troisième intervenant de la soirée, et donc à qui je vais poser la même question qu'aux deux précédents intervenants. Comment et dans quelle situation vous utilisez dans votre cadre d'enseignement, par exemple, ChatGPT ou dans le cadre personnel? Voilà, d'abord dans le cadre personnel, je l'utilise fréquemment soit pour des traductions du français à l'anglais, soit pour réviser mes textes. Comme je suis portugais, j'écris en français, mais parfois l'expression n'est pas adéquate. Et donc j'utilise souvent pour réviser mes textes d'un point de vue syntaxe, de grammaire, mais aussi des expressions usuelles. Hein, et surtout chaque jour pour les emails, parce que je trouve qu'il les rend beaucoup plus sympas. Et donc, quand j'ai besoin d'arrondir les expressions et de trouver l'expression française, je pense qu'il me rend énormément service. Dans le cas de l'enseignement, je ne l'utilise pas. J'ai déjà fait des simulations, par exemple en demandant de construire un examen sur une question précise. J'étais très étonné du résultat. Hein. C'était en QCM sur une question. Et de fait, j'étais très étonné de la capacité de cet langage génératif de créer du sens et engendrer du sens. Je sais bien comment ça fonctionne, je suis ingénieur à la base aussi. Je me dis que c'est tout de même remarquable comment nous sommes parvenus à formaliser la production du sens. Il y a un petit... Excusez-moi, Paolo. Il y a eu un petit parasite sur votre micro. Je ne sais pas si c'est peut-être parce qu'à côté il y a quelque chose, mais qui est un petit peu. Quand vous bougez les feuilles ou quelque chose. C'est une feuille qui était ici, peut-être. Voilà, qui était. Là, je vous entends. Là, par contre, c'est assez faible. Votre volume est assez faible. Je ne sais pas augmenter. Ça va mieux comme ça si je parle un peu? Oui, c'est très bien. Ouais. Voilà, super. Ça ira mieux. Super. Merci. Donc, Merci beaucoup. Je ne sais pas ce que vous avez perdu. Non, c'était juste à la toute fin. Il y a eu juste un petit parasite qui pour être sûr que tout le monde. Donc, mon utilisation est très simple. J'ai déjà fait des formations là-dessus. J'ai expérimenté des choses. Mais je trouve qu'il a de grandes potentialités, évidemment, pour l'éducation. Est-ce que vous avez changé vos modes d'évaluation par rapport aux examens? Certainement, parce que je me suis rendu compte depuis une année que les textes se sont beaucoup améliorés. Donc, mes étudiants utilisent au moins pour réviser leurs textes, ce n'est pas mal, mais qu'il y avait aussi des productions de textes. Et donc, nous avons à l'université, évidemment, des programmes de détection anti-plagiat qui permettent déjà de vérifier si le texte est produit par une intelligence artificielle sans détecter les passages. Et ça rend le travail extrêmement difficile. Évidemment, j'ai commencé à demander des évaluations différentes. Soit des questions que je pose sur le cours, ils doivent répondre sur une page, ce qui implique une grande maîtrise des concepts et la capacité de les articuler dans un texte assez réduit, soit demander d'analyser des textes et de comparer, mais jamais des travaux thématiques, parce que c'est là qu'évidemment, ils demandent ChatGPT de le faire. Je ne suis pas contre qu'ils utilisent ChatGPT au départ pour structurer un travail, ça peut donner des idées, mais il faut que par après, ils puissent développer eux-mêmes ces idées. Et surtout, ce que je pense que l'université pourra faire, c'est apprendre à nos étudiants à devenir critiques face à ce que ChatGPT
produit. Je pourrais dire à un étudiant, simuler telle question sur ChatGPT ou tel sujet et critiquer le résultat, ce qui serait peut-être un exercice redoutable. Très bien. Merci beaucoup d'avoir donné un petit peu des exemples concrets dans votre pratique de professeur. Donc là, je reprends un peu de recul pour vous poser une question. Est-ce que ChatGPT rend plus ou moins intelligent? Non, ce n'est pas une question très, très facile. Je dirais qu'on peut apprendre à l'utiliser de manière intelligente. Que s'il y a quelque chose que nous pouvons faire à l'université, et l'université a beaucoup changé, hein. Je suis entré à l'université à 17 ans, j'en ai 50, je suis jamais parti, j'ai bien vu comment ça a évolué. Quand je suis entré à l'université, le professeur était celui qui détenait l'information et qui l'a donnée à ses étudiants. Après, on était censé plutôt aider les étudiants à construire la connaissance. Aujourd'hui, je pense que le rôle d'une université, c'est apprendre à penser de manière critique. Et ça, c'est une tâche redoutable. Donc, ce qu'on peut faire, c'est apprendre aux étudiants à poser des questions intelligentes. Parce que je pense que ChatGPT nous renvoie à notre propre monde. Et donc, si on l'interroge de manière intelligente, peut-être il y a quelque chose d'intelligent qui revient. Si l'usage est un peu basique, je pense que les réponses seront basiques. J'en ai fait l'expérience. Mais c'est comme pour les autres outils, que ce soit Google ou les bases de données, ils nous renvoient toujours notre propre monde et le niveau de nos questions. Hein. Quelqu'un qui ne sait pas interroger une base de données bibliographique ne trouvera aucun article. Donc, il faut savoir construire ces strings, ces formules d'interrogation. Je pense que nous pouvons aider nos étudiants à devenir plus intelligentes dans la manière dont ils interrogent ces outils et dans la manière dont ils sont capables de prendre un recul critique par rapport aux résultats obtenus. Est-ce que ChatGPT peut modifier notre rapport à l'autre, notre altérité? Je pense qu'il a cette possibilité ou ce danger. Hein. Je me dis le risque de quelqu'un qui pense que ChatGPT est un autre humain. Plutôt le risque, c'est qu'on prenne cette altérité, disons, technique ou artificielle par une altérité humaine. Et donc doué de tout ce qu'on puisse y projeter comme des sentiments, l'empathie, la sympathie. Après, d'un point de vue, disons, plus philosophique, on peut se demander est-ce que la relation à un objet technique est une relation ou une interaction. Moi, en tant que théologien, je réserverai le mot relation à une interaction entre personnes. Et donc, je dirais plutôt une interaction avec l'intelligence artificielle. Mais le risque est là de prendre cette intelligence par un autre, sur lequel on projette beaucoup de choses. Je suis spécialiste en fin de vie, on utilise beaucoup de robots d'assistance pour les personnes âgées. Le risque, c'est quand il y a un attachement de la personne âgée au robot, et donc une attente de réciprocité. Et quand cette réciprocité n'existe pas, la personne déprime. Donc, il faut absolument que ces robots d'assistance ne soient pas humains, ou ne ressemblent pas à l'humain, pour éviter tout type de projection. Donc, il a le risque de confondre tout cela par un autre doué de liberté, évidemment. Est-ce que comment ChatGPT peut concourir à alimenter des croyances, notamment des croyances animistes qui dotent les objets d'âme? Nous savons comment ChatGPT s'entraîne, donc évidemment que dans le corps de texte qu'il utilise, il a tout type de niveau de connaissance et tout type de texte et donc de croyances. Comme il n'est pas doué de capacité de raisonnement, non plus de quel type de filtre, il va aussi reproduire ses croyances parce qu'il renvoie quelque chose de statistique et c'est ça le risque, qu'il nous renvoie ce que les personnes pensent, la moyenne pense. Ce n'est pas donc un outil qui nous renvoie une information d'autre qualité, qui a été filtrée, qui a été analysée. C'est statistique et c'est ça le problème. C'est un niveau moyen de connaissance qui nous est renvoyé
par ensemble assemblage de mots, de manière statistique et probabilistique. Et ça pose évidemment problème. Hein. Est-ce que ChatGPT, vu comme un oracle dans lequel beaucoup de personnes sur lequel beaucoup de personnes s'appuient finalement, comment ça parle un peu du côté un peu du fait religieux, au sens d'avoir un oracle comme une pitié qui va donner comment ça parle de la vision de l'homme et de ses représentations, comment ça impacte ces représentations de lui-même par rapport à cet oracle. Bon, ça c'est difficile, je n'en sais rien. Je pense que là où nous en sommes par rapport à ChatGPT, ça serait difficile de prendre par une forme de divinité ou de transcendance. Tout de même, il manque énormément de créativité d'abord. Mais rien n'empêche que dans le futur, on utiliserait ChatGPT comme forme d'oracle. Hein. Si la capacité de prévision probabilistique, si la capacité de calcul augmente, si on introduit des modèles de prévision, de décision, etc., peut-être ça peut devenir intéressant. Hein, mais pour le moment, je ne vois pas qu'on puisse l'utiliser de cette manière-là. Est-ce qu'il y a un lien avec le transhumanisme, comme de voir ChatGPT et ses IA comme une extension, une augmentation de l'homme? Oui, au même comme un autre qui n'a plus de corps. Hein. Nous savons que le transhumanisme, dans ses propositions les plus avancées, vise s'affranchir du corps. Cette réalité que nous sommes, de transférer des contenus, des structures vers un support matériel ou virtuel. Et donc, ce que je peux dire ici, c'est que l'intelligence humaine, quoi qu'il en soit de la définition qu'on donne, n'est pas du calcul. Hein. Penser n'est pas calculer d'abord. D'autre part, l'intelligence humaine est une intelligence dans le corps. Hein. Bien sûr, on peut dire le cerveau est, disons, le support de cette activité, mais je dis que c'est tout le corps qui pense. Hein. Tout le corps est énervé, le cerveau rassemble l'information de tout le corps. Zubiri dirait en espagnol inteligencia sentiente, une intelligence qui sent. Et donc, elle n'a simplement une capacité de calculer ou de penser. C'est une intelligence qui est capable d'émotion, de sentiments, d'intégrer tous ces aspects d'un corps. Et donc, une personne n'est pas pensable sans son corps. Même si toute une tradition religieuse, philosophique, spirituelle a toujours dit que l'intelligence est une faculté de l'âme. Mais là, dans l'état où nous sommes, elle s'appuie sur un support physiologique, quoi qu'il en soit. Et donc, elle sent. Or, une machine n'a pas encore, et donc n'a pas cette capacité de sentir. Et donc, je pense que ça différencie qualitativement notre intelligence d'une intelligence artificielle. Quelles sont les peurs aussi que ChatGPT déclenche? Je pense que celle qui est la plus imminente, c'est que cette intelligence devienne autonome, sans contrôle, et donc qu'elle puisse décider, s'emparer de nos systèmes de décision et prendre le contrôle de l'humanité et de notre histoire. Si pour le moment elle est déconnectée d'Internet, bon, le risque est réduit, mais si elle acquiert cette possibilité de s'alimenter de tout type de données, de s'autoprogrammer, de s'autodéterminer, bon, peut-être ça peut devenir dangereux. Ou son confie à l'intelligence artificielle des décisions ultimes, hein, sans aucun agent humain qui puisse critiquer le résultat, y introduire une certaine raisonnabilité. Je ne suis pas en train de dire rationalité, mais raisonnabilité, ça veut dire le sens. Calculer n'est pas penser. La pensée intègre aussi la dimension du sens. Et donc, la question est-ce qu'une machine, une intelligence artificielle, elle peut être peut-être rationnelle, mais est-ce qu'elle peut être raisonnable? Est-ce que la notion de conscience peut être un différenciateur entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle? Évidemment, même la définition de conscience est difficile, mais se saisir soi-même, hein,
Si un jour vous avez une intelligence artificielle qui puisse dire je, mais consciente, là nous aurons un problème. Mais je pense que nous sommes très très loin de tout ça. Je pense que la conscience est quelque chose qui revient à la personne humaine, cette capacité de se saisir soi-même, d'être conscient, de savoir que l'on sait. C'est une capacité au niveau méta, hein, de retour sur soi-même. Je pense, mais je peux observer aussi ma pensée. Et je sais que je pense. Si vous avez une machine qui un jour puisse dire je en conscience, là nous avons un concurrent. Au moment, je ne crains rien. Très bien. Merci beaucoup, voilà, Paolo Rodriguez pour ces éclairages complémentaires. Voilà, donc on a maintenant l'opportunité de répondre à des questions. Donc il y a un certain nombre de questions qui ont été posées au fil de l'eau. Ce que je propose, c'est que on en prenne quelques-unes. Est-ce que donc parmi déjà les intervenants, vous voyez des questions qui ressortent plus que d'autres, de celles que vous voulez répondre pendant que j'en vois certains nombres qui ont l'air voilà, peut-être une question une première question que je prends dans la partie chronologique donc au tout début. Là, c'est plus sur peut-on espérer des avancées majeures et plus rapides grâce à l'IA dans la recherche sur des maladies rares. Donc ça, c'est assez général. Pourrait-elle nous permettre, en tant que patiente, d'être encore plus acteurs dans la gestion de nos maladies? Peut-être pour voilà, médecin, Oui. Grégoire Inzelin. Alors, la recherche, si c'est la recherche fondamentale biochimique, oui. Si c'est la recherche clinique, ça nous permettra peut-être de mettre en évidence des signes qu'on ne voyait pas, plutôt par corrélation, parce qu'en fait, la puissance corrélative est extrêmement importante. Dans la mesure, il y a des IA corrélatives et des IA symboliques ou bayésiennes. Là, on est plutôt dans les IA de corrélation. Donc, effectivement, la corrélation va nous donner un certain nombre de possibilités. Si c'est dans la recherche clinique, enfin, dans la prise en charge des malades, là, je suis très limitatif parce qu'en fait, le problème, alors, deux choses. Quand vous êtes dans le bureau d'un médecin, la moitié des renseignements que vous lui donnez, c'est la manière dont vous vous tenez, dont vous respirez, etc. C'est quelque chose qui est quasiment inconscient et que le médecin analyse, lui, avec sa conscience à lui. Donc, si le malade est doté d'un outil non réflexif dans l'état actuel des choses, qui fait de l'analyse, on risque de transformer le renseignement. Mais donc, ça risque plus de paralyser le raisonnement. Alors, on a une expérience qui est le docteur Google, hein, c'est-à-dire que si il est beaucoup plus difficile de soigner un patient qui arrive avec son moteur de recherche et sa liste Google ou son IA générative, parce qu'il a construit un récit, que le récit obère, enfin cache un certain nombre de renseignements qui nous intéressent et qu'il est pour nous beaucoup plus difficile de récupérer le renseignement dont le malade lui-même n'est pas forcément conscient. Donc, une démarche volontaire, en fait, une démarche de soin entre un patient et un médecin, et son médecin, c'est une démarche de confiance. C'est-à-dire que finalement, il y a une espèce de transaction de confiance entre les deux qui nécessite le fait de dire ce qu'on a, et c'est la personne qui va trier, qui va vous renvoyer les choses. Si vous arrivez avec quelque chose de très construit, une IA très construite, le soin par l'IA n'est pas très bon. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a vu dans les séries sur la prise en charge par la médecine numérique. On sait très bien que la performance de la télémédecine n'est pas la performance de la médecine, probablement à cause de ça. Je fais un tout petit pas de côté, je ne prends pas la parole longtemps. Je pense qu'un des risques des systèmes d'intelligence artificielle est un risque de solitude, parce qu'on s'enferme avec soi-même dans son analyse à soi. Et puis la deuxième chose, c'est que cette solitude, elle implique le fait que on ait une détérioration de la manière de la confiance à l'autre, et c'est cette détérioration de la confiance qui détériore le soin. Donc, je suis pas sûr qu'utiliser une IA de débrouillage pour aller voir son médecin soit une très bonne idée. Très bien. Merci Grégoire Inzelin. J'ajoute un petit mot peut-être simplement sur la recherche médicale. Donc, je suis d'accord, hein, l'IA est forte là où les données sont en quantité.
Donc malheureusement, les maladies rares, c'est le cas qui est difficile et où on s'attend le moins à avoir de grands succès. Moi, je pense que c'est aussi important que l'opinion publique réalise que une des difficultés, c'est qu'actuellement, il est quand même difficile de partager les données et que notamment quand les maladies sont rares, il serait important qu'on arrive à rassembler les données dans des entrepôts de données qui permettent de les analyser, parfois de faire des rapprochements entre certaines pathologies. Bon, en psychiatrie, par exemple, on commence à réaliser que certaines frontières qu'on avait établies ne sont peut-être pas si solides que ça. Enfin bon, on peut en débattre. Mais moi, je pense que il y a une prise de conscience à avoir pour que les données soient mieux partagées, mieux rendues disponibles pour la recherche, et c'est ce qui fera que les IA nous rendront plus de services. Voilà. Très bien, super. Merci, merci beaucoup. Un autre thème qui était, qui est souvent voilà, une peur un peu. Voilà, faut-il s'inquiéter de l'IA face aux emplois futurs? C'est-à-dire l'IA pourra remplacer une secrétaire dans l'entreprise, la jeune femme à l'accueil, le vendeur dans le rayon de Darty ou le chirurgien qui m'opère dans mon hôpital habituel. Donc voilà, faut-il s'en inquiéter? Est-ce qu'il y a des activités professionnelles qui vont disparaître à cause de l'IA? Faut-il des bouleversements, attendre des bouleversements rapides dans les fonctions administratives des sociétés privées ou des administrations? Voilà, ce groupe de questions un peu sur la partie emploi, voilà, rapport à l'emploi. Je peux commencer une tentative de réponse. D'abord, il y a eu des études faites sur le sujet qui se contredisent. Certaines donnent des annonces apocalyptiques, d'autres sont plutôt rassurantes, disant que de toute façon, on a toujours vu les révolutions technologiques détruire des emplois, mais en créer d'autres dans un second temps. Bon, donc à ce jour, je vois pas pourquoi effectivement il y aurait un changement particulier. Moi, certainement, certains emplois vont disparaître, d'autres vont apparaître. Maintenant, c'est pas forcément ce qu'on croit. C'est-à-dire que un métier d'accueil, je pense, aura toujours sa valeur, et je suis pas du tout certain qu'un robot remplacera aisément une hôtesse. Paradoxalement, c'est peut-être plus l'informaticien qui génère du code, mais dont finalement on voit que ChatGPT ou Copilot ou le système que vous voulez génère finalement du code très bien aujourd'hui à la place de cet informaticien. Voilà, on pourrait se dire que par exemple, il y aura une pression importante sur ces métiers qui sont aujourd'hui très en vogue, mais qui dans un avenir proche pourraient être à leur tour menacés par des IA. Donc à chaque fois qu'il y a une tâche un petit peu mécanisable, comme la production de code à un certain niveau, eh bien on pourrait penser qu'il y a une menace possible. Alors, encore une fois, on ne va pas remplacer tous les informaticiens par ChatGPT demain matin, mais moi je pense que les compétences humaines sont difficilement remplaçables. Les compétences technologiques, en tout cas certaines, pourraient plus facilement être remplacées. Oui, Grégoire Anzelin. Je vais prendre l'exemple qui est l'exemple rituel des radiologues. C'est l'exemple que je donnais tout à l'heure, c'est-à-dire que finalement, est-ce qu'il existera encore des radiologues dans 10 ans? La réponse, elle est double. Si c'est pour faire du screening et lire des radios de cheville standard pour dire qu'elles sont normales et que ça n'est pas cassé, va y avoir perte d'un certain nombre d'actions parce que finalement, la machine fait du débrouillage. Si on prend l'exemple de la médecine, il y a 20% de cas aberrants. Donc, il y a un problème d'expérience et la machine qui est pensée pour faire du screening rapide et qui est pensée pour faire le moins d'erreurs possible, va à l'encontre de l'expérience clinique qui finalement, les meilleurs médecins, ceux qui ont les expériences les plus importantes, sont ceux qui ont passé le plus de temps et ont fait un certain nombre d'erreurs et ont appris de leurs erreurs. Donc même dans des systèmes experts, je suis pas sûr que ça remplace ni l'interrogatoire et le contact humain que la machine ne sait pas faire, jusqu'à ce qu'elle ait une conscience, donc ça va être long. Et puis la deuxième chose, c'est que je ne suis pas du tout sûr que l'expérience puisse être balayée comme ça. Après, le problème, c'est que, et je suis tout à fait d'accord, le problème, c'est que l'industrialisation de métiers techniques dans lesquels il n'y a pas de contact humain ou de valeur humaine ajoutée, qui ne sont que du remplissage de l'analyse d'images ou du remplissage de tableaux Excel, il y a effectivement des métiers qui basculeront probablement à cet endroit-là. Est-ce qu'on peut le prédire à l'heure actuelle? Je suis pas totalement sûr.
Parfait. Merci beaucoup. Une question qui est commune un peu à toutes les IA, mais qui intéresse quand même aussi ces IA génératives. Y a-t-il des règles éthiques définies et partagées par les concepteurs d'IA? La première réponse serait non. Enfin, je ne crois pas qu'il existe aujourd'hui un code simple, enfin un code clair. Euh, euh, Souvent, les concepteurs d'IA sont des ingénieurs qui n'ont pas de formation particulière en éthique. Certains en ont, hein, mais pas tous. Et en tout cas, bon, il y a leur conviction personnelle et puis ce qu'ils font au boulot, souvent c'est un petit peu de monde différent. Alors néanmoins, je pense qu'aujourd'hui, on va de plus en plus vers des règlements autour de l'IA. D'abord, légalement, les lois changent et obligent les concepteurs d'IA à s'adapter en fonction de la dangerosité. Ce sont les dernières règles européennes adoptées récemment et qui vont, je crois, début 2024, qui vont entrer en vigueur dans les prochains mois, qui obligent, en fonction de la dangerosité potentielle des systèmes, à s'adapter. Donc ça, c'est un aspect vraiment légal. Ensuite, il y aura un aspect peut-être plutôt moral, éthique, qui reste encore assez ouvert. Alors, il y a quand même aujourd'hui beaucoup de chartes de bonne conduite qui sont proposées. Je crois qu'on est en train de construire un consensus autour de bonnes règles, enfin de règles de bonne conduite, de règles de l'art. Mais évidemment, on va tâtonner forcément, puisque tout n'est pas écrit d'avance. Paul Rodriguez, oui. Bon, je me permets en tant qu'éthicien, évidemment, on peut parler de règles, de procédures, de bonnes pratiques. Après, l'éthique, elle est humaine. Et donc, si on veut que l'intelligence artificielle ressemble à l'intelligence humaine, elle doit se poser évidemment la question du bien et de la visée du bien. Paul Ricoeur va définir l'éthique comme la visée du bien pour et avec autrui dans des institutions justes. Bon, je défie n'importe quel concepteur de mettre ça par un programme. Quelle est la visée du bien? Quel est le bien à faire d'abord? Que l'éthique soit la visée du bien, bon, peut-être c'est pas très difficile d'y parvenir, mais quel est le bien à faire? Ça, c'est une question que les philosophes discutent depuis très longtemps, dont Aristote évidemment, dans son éthique à Nicomaque. Quel est le bien à faire? Mais on pourrait donner tout de même quelques principes appliqués du type ne pas nuire, ne pas nuire l'utilisateur, ne pas mentir, ne pas donner de fausses informations, ne pas induire des opinions politiques, religieuses, etc. Donc une certaine neutralité. Mais voilà, comme disait le collègue, il faut encore le faire. Et ça se fait à partir de la pratique. Normalement, les règles qu'on va poser, c'est à partir de situations qui vont surgir, où on se dit il faut même des contreforts éthiques. Voilà. Très bien, merci beaucoup pour cette réponse. Une autre question sur la créativité de l'IA. La créativité de l'IA est-elle véritable? Est-ce que l'humanité risque-t-elle de perdre en créativité dans le scénario où la création de l'IA sont seulement issues de créations qui existent déjà? Que fait ChatGPT de deux informations contraires si deux personnes donnent des contenus contradictoires? Bon, peut-être la deuxième partie est moins sur la créativité, mais c'est plus la question sur la créativité, sur la vraie créativité. Oui, Bertrand. La créativité, c'est une chose qui nécessite une maturation neurologique extrêmement importante. Je prends toujours le même exemple. Marcel, 8 ans, est avec sa grand-mère, il boit un chocolat, il y a une lumière agréable et ça sent bon. Il a 8 ans et il passe un très bon moment. Et puis c'est stocké dans cette espèce de système de clouding cérébral. Et 20 ans après, à peu près, il va décrire une madeleine et la réapparition de sa grand-mère à cause de l'alliance des parfums et de la lumière. Sauf que Marcel est un voyou. Il parle d'une madeleine et en fait, quand on lit les carnets de Marcel, c'était du pain cramé. Je suis désolé de dire ça comme ça, mais sa grand-mère avait laissé le pain sur le four et donc ça sentait furieusement le pain brûlé. Et il le décrit dans ses carnets. Pourquoi je passe par là? Parce que la créativité, elle va dépendre de l'alliance des sens, de la décantation et
du talent de Marcel. Et donc, je ne sais pas comment on peut algorithmiser une créativité réelle, c'est-à-dire il y a une, j'aime pas ce terme, mais il y a une disruption, en tout cas il y a un changement de paradigme ou une nouveauté dans la créativité qui, pour l'instant, dans les fameux perroquets distochastiques, c'est-à-dire les systèmes en miroir qui existent à l'heure actuelle, me paraît difficilement atteignable. On peut avoir une apparence de créativité, on peut écrire comme Mozart, on peut peindre comme Rembrandt, on peut, en analysant très bien l'image ou le son, mais est-ce que ça donnera la même chose avec la même profondeur? Est-ce que le concerto pour hautbois de Mozart, je suis désolé de passer par là, mais si vous écoutez un jour le mouvement lent, l'andante au milieu, il y a de quoi se suicider. C'est d'une tristesse inouïe. C'est magnifique, mais c'est d'une tristesse inouïe. Il a écrit ça d'un trait quand il a appris la mort de sa mère. Je ne suis pas sûr qu'une IA soit capable d'écrire quelque chose d'aussi profond parce que quel ressenti aura-t-elle en ayant appris la mort de quelqu'un? On vient sur des systèmes qui sont des systèmes, à mon sens, même neurologiquement extrêmement complexes. Et donc, parler de créativité pure me plonge dans des abîmes de perplexité. Je suis pas du tout sûr que cette créativité soit atteignable un jour. Ou alors, on revient à ce que disait Paulo Rodriguez, c'est le moment où la conscience apparaîtra dans la machine, mais ça va être long. Un complément? Oui, j'avais une perspective un petit peu différente, pardon. Mais ma conclusion sera proche de la vôtre. D'abord, l'IA générative, elle est née en 2014, d'accord? Elle a 10 ans. Et c'est quand même étonnant ce qu'elle est arrivée à faire. Hein. À l'époque, si on regarde les productions d'il y a 10 ans, ce qu'elle arrive à faire aujourd'hui. Donc, au début, ça a été beaucoup reproduire des images de visage et qui sont peu à peu devenues de plus en plus vraisemblables. Ensuite, bon, maintenant, on arrive à produire des vidéos. Vous savez très bien qu'on peut faire ces fameux deepfakes, etc. Bon. On peut maintenant de plus en plus associer du texte avec des images, avec du son, avec des vidéos. Et donc, l'IA peut générer, donc au fond, une IA créative, c'est une IA qui apprend à générer, à partir d'une espèce de graine aléatoire, générer un contenu qui ressemble à quelque chose qu'on lui a demandé, avec un style éventuellement qu'on peut contrôler. Donc, il y a effectivement une graine aléatoire. Au fond, c'est jamais qu'un générateur aléatoire très puissant, voilà. Et alors qui est étonnant, qui est à la fois très pauvre quand je le décris comme ça, et en même temps qui donne des résultats bluffants. Enfin, je pense qu'on a tous vu des choses vraiment étonnantes. Et c'est difficile de borner ce qu'on va arriver à faire. Donc, je serai assez prudent. Moi, je pense que beaucoup de productions étonnantes de l'humain peuvent être facilement égalées, en un certain sens, par l'IA. Ensuite, être créatif, c'est évidemment, c'est pas égaler, c'est faire autre chose, c'est faire mieux. Et donc, c'est compliqué, ce sera d'ailleurs compliqué de prouver qu'on est créatif. Au fond, moi, je vois dans cette question une invitation à réfléchir à la créativité. Je pense que parfois, elle a été un petit peu surfaite. En réalité, dans la production créative, il y a beaucoup d'automatismes qu'on utilise en réalité. Il y a toute une syntaxe dans la production qu'on va réutiliser. Et ça, l'IA a certainement su le capter. Voilà. Donc, je serais assez prudent. Je pense qu'on ne sait pas très bien où l'IA va. En tout cas, ça nous interroge. Je pense qu'il faut réfléchir collectivement à ce que c'est qu'être créatif. Voilà. Voilà, pour continuer ce que vous dites, de fait, tout dépend de ce que l'on met sur le mot créativité. Si c'est capacité de produire du nouveau, évidemment que l'intelligence artificielle produit du nouveau. J'ai fait l'expérience pour la musique. Hein. J'ai utilisé une plateforme d'intelligence artificielle pour produire de la musique. Je lui ai donné quelques notes. Je suis musicien. Il a produit quelque chose, mais je me suis dit, ça manque d'âme. Voilà, c'est bien, pourquoi pas, harmonise très bien, c'est parfait selon les règles de l'art, mais ça manquait d'âme. Donc, dans le domaine de l'art, je dirais, l'art est une expression de l'esprit, de l'âme. Est-ce qu'une intelligence artificielle peut exprimer l'âme et l'esprit, hein, le vécu, l'existence, comme disait le docteur? Voilà, ce n'est pas simplement appliquer bien des règles, c'est exprimer quelque chose qui relève plutôt de l'intime, de l'âme, de l'existence. Mais je suis assez fasciné et étonné de tout ce que cette intelligence peut déjà produire de nouveau. Hein.
Je pense notamment au monde virtuel, je pense virtuel, qu'il a des choses intéressantes. Nous créons des mondes, mais maintenant nous avons une intelligence qui est capable de créer de nouveaux mondes. Ma question, c'est aussi de l'impact de ces nouveaux mondes, d'une réalité qui n'a jamais existé sur nos propres cerveaux. À quel point ils peuvent nous déréaliser, nous arracher de la réalité. Donc cette créativité, on l'attend, mais je ne sais pas quel sera l'impact dans notre propre monde. Parfait. Merci beaucoup de cette réponse collégiale, voilà, avec vos 3 interventions. Une autre question sur un autre sujet. Quelles limites, notamment matérielles, voyez-vous éventuellement pour les LLM, donc les grands modèles de langage, ou les futurs IA, en termes d'énergie, data center, capacité de réseau, autres, Internet à plusieurs niveaux, par exemple? Je peux commencer là-dessus. Donc, il me semble, j'espère ne pas dire de dannerie, mais que les data centers, enfin en gros les architectures qui servent pour l'IA, représentent 4% des émissions carbone aujourd'hui. Entraîner un modèle d'IA comme un modèle de langage, ça coûte beaucoup d'énergie parce qu'il faut faire tourner donc des cartes graphiques en très grand nombre pendant très longtemps, et ça consomme beaucoup d'énergie. Le problème en plus, c'est que quand on utilise un LLM, ça consomme aussi beaucoup d'énergie. C'est-à-dire que ça, c'est un peu une nouveauté par rapport à l'histoire de l'IA. C'est qu'en plus, la production d'un mot, enfin un token techniquement, mais disons un mot, juste prévoir le mot suivant à mettre dans la série, eh bien, ça consomme beaucoup d'énergie. Il y a un nombre incroyable de calculs pour arriver à ce mot. Et puis, on enchaîne avec le mot suivant, etc. Et comme ça, on crée des phrases, des paragraphes, des textes entiers. Et donc ça, c'est très énergivore. Donc évidemment, c'est un problème. Auquel on va répondre de différentes manières. On va rapprocher les data centers de sources d'énergie, ce qu'on voit de plus en plus. On va installer les architectures de calcul près de centrales nucléaires, en particulier en France, parce que c'est là que l'énergie est disponible. On va également faire en sorte, je pense, dans l'avenir que, par exemple, on va pas appeler ChatGPT pour tout et n'importe quoi. On va probablement avoir des systèmes, des serveurs qui traiteront certaines requêtes simples et enverront des réponses qu'ils auront simplement enregistrées. Plutôt que de recalculer des réponses à chaque fois de façon coûteuse, peut-être que ça vaudra le coup d'enregistrer. Et puis peut-être qu'un jour, il faudra réfléchir. Nous, on a entre les deux oreilles une machine à 20 watts qui est excellente pour traiter le langage. Peut-être qu'il faudrait un jour réfléchir à comment elle fait et trouver des façons plus économiques, peut-être plus adaptées de traiter le langage. En tout cas, on a un beau modèle qu'on n'a pas encore compris. On ne sait pas ce que fait le cerveau quand il traite du langage. En tout cas, il fait des choses différentes d'un LLM, c'est certain. Mais donc, il faudra aussi qu'on réfléchisse à ça. Voilà. Peut-être, oui, Grégoire Inzelin, oui. Je vais aller exactement dans le même sens. Un cerveau, ça tourne avec globalement entre 2 et 4 grammes de sucre par jour et à peu près 8 à 10 litres d'oxygène. Donc, on voit bien qu'on compare quelque chose d'un point de vue énergétique qui n'a rien à voir avec un mode de fonctionnement énergétique tout à fait propre, dont d'ailleurs on n'a pas percé la totalité c'est la bioénergétique, mais alors là, on est vraiment au début du commencement de quelque chose. Donc, il y a aussi une économie d'échelle en termes énergétiques qui est extrêmement différente entre une intelligence artificielle et une intelligence biologique. Voilà, il y a une échelle extrêmement différente, ce qui explique aussi, par exemple, pour la médecine, qu'une de nos préoccupations, c'est que c'est clair qu'installer des systèmes d'intelligence générative au fond de la jungle, dans des endroits très isolés, va être beaucoup plus compliqué que d'avoir un médecin structurel. Très belle comparaison en termes de consommation énergétique. Une autre question, on approche de la fin, sur doit-on se méfier de certains mauvais usages de l'IA aujourd'hui, dans les médias par exemple, comment identifier ces utilisations malhonnêtes? Qui se lance?
Bon, j'ai prononcé déjà le mot deepfake. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, on a une vraie menace. On pourrait avoir une véritable submersion de nos systèmes d'information par des données, enfin, par des productions générées qui n'auraient plus aucun rapport avec la vérité. Bon, on voit depuis 2016, on a vu dans les campagnes électorales des grands pays des perturbations de la circulation d'informations. Et de façon inquiétante, on voit que manifestement, certains candidats, certains partis s'accommodent bien de ces technologies. Enfin, on a l'impression, on tend un petit peu à les adopter, ou en tout cas à, voilà, à être très ambigu avec. Et donc, oui, il faut qu'on crée des dispositifs pour faire du fact-checking, donc pouvoir vérifier des faits. Et ça, il faut que ces technologies de fact-checking, on les développe et qu'on les répande pour et qu'on arrive à constituer des bases de référence, des bases d'informations de référence, de connaissances de référence, pour éviter d'être totalement submergé par des choses fausses. Très bien. D'autres, oui, oui, Paolo Rodriguez. Voilà, nous sommes devant quelque chose d'intéressant dans l'histoire de l'éthique, c'est que l'interdit du mensonge, il est presque universel, au même temps que celui de l'inceste et de l'homicide. Pourquoi? Parce que le mensonge empêche la vie. Si je ne peux pas faire confiance, la vie n'est plus possible, puisque la vie est construite sur la base de la confiance. Donc, si les deepfakes se reproduisent et le mensonge aussi, la vie telle que nous la connaissons n'est plus possible. Parce que la communication n'est plus possible. Donc, nous sommes devant quelque chose d'extrêmement important et d'extrêmement dangereux aussi. Encore un peu de temps. Est-ce que l'utilisation de ChatGPT ne risque-t-elle pas de modifier notre manière de penser, aussi de réduire physiologiquement nos capacités cognitives? Une autre question un peu proche, l'IA risque-t-elle de standardiser notre intelligence humaine, de l'artificialiser en quelque sorte? Alors, pas de l'artificialiser, mais de la réduire. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des travaux qui ont été faits sur la lecture. Vous savez que on n'a jamais acheté autant de livres dans le monde, mais on n'en a jamais aussi peu lu. Et donc, en fait, ce qui est paradoxal, c'est qu'on a des bibliothèques de tranches, si j'ose dire, enfin, qu'on a des tranches et des quatrièmes de couverture qu'on lit, mais on ne lit pas les ouvrages. Il a été démontré par des travaux neuropsychologiques assez malins qui ont été faits, je crois, à Chicago, que il y avait une réduction de la capacité des aires de lecture parce qu'on était passé du livre aux articles et qu'en fait, quand vous lisez un livre, l'auteur évoque toujours dans le livre des pistes auxquelles vous n'avez pas pensé, donc ça ouvre des portes. Alors que quand vous êtes dans un article, l'article est un tunnel dans lequel vous avez une opinion et une synthèse de l'opinion. Et que ça réduisait certaines aptitudes à la lecture. Alors c'est probablement encore plus vrai parce que maintenant je suis pas sûr que les gens lisent les articles, mais pas juste le chapeau qui est au-dessus de l'article. Donc structurellement c'est ça. Et la deuxième chose, c'est qu'on a une bascule des aires de la lecture, le cerveau étant en remaniement permanent du fait de la plasticité, et on a des bascules des zones de la lecture vers les zones visuelles parce que finalement les gens regardent beaucoup plus de vidéos qu'ils ne lisent. Donc il y a quelque chose, ça a été démontré aussi avec les traductions automatiques. Que le cerveau s'adapte à l'usage d'IA générative et de la vidéo de manière extrêmement importante avec une réduction de la lecture aura certainement des impacts sur le fonctionnement cognitif cérébral. Est-ce que ça réduira le fonctionnement cognitif cérébral? Je suis pas du tout sûr, mais est-ce que ça le modifiera? Oui, et je reviens à ce que disait Bertrand Thiron. Le problème, c'est que le deepfake, en fait, il y a une notion fondamentale neurologique qui est finalement, est-ce qu'il faut qu'on croie uniquement ce qu'on voit soi-même personnellement à propos de son expérience, ou est-ce qu'on peut croire encore ce qu'on voit sur un écran? Et il va y avoir une question de la confiance du messager, c'est-à-dire que le messager est-il un menteur, ou dois-je voir moi directement les choses? Et le cerveau a une espèce de distance en permanence, donc ça réorganisera les circuits cérébraux. Maintenant, il est clair, on a dit par caricature que les IA génératives devenaient de plus en plus intelligentes parce qu'elles lisaient de plus en plus et que les êtres humains devenaient de plus en plus bêtes parce qu'ils lisaient de moins en moins. C'est très caricatural, mais il y a probablement un petit quelque chose d'un point de vue cognitif. Oui.
Paolo Rodriguez. D'un point de vue donc de l'université, on le répète depuis plusieurs années, l'incapacité de nos étudiants à lire en texte et à comprendre ce qu'ils lisent. Une réduction assez importante de leur vocabulaire. Et donc la difficulté d'une pensée conceptuelle. Pourquoi? Parce que nous sommes aussi dans un changement de paradigme de support écrit à un support visuel, par exemple. On apprend par l'image, par la visualisation. Et donc, je pense que notre enseignement va se transformer, mais qu'il a le risque que la pensée en sorte affectée. Parce que sans langage, sans capacité de lire en texte, je ne sais pas comment on pourra penser. Comment on pourra construire des catégories, les articuler. On le voit chaque jour. Hein. J'enseigne de moins en moins parce que mes étudiants ne sont plus capables de suivre une argumentation, d'analyser en texte. On lit de plus en plus les textes avec eux pour les aider à comprendre ce qu'ils lisent. Et ça, c'est le plus grand défi aujourd'hui à l'université. Bertrand Thirion, Oui, un dernier mot. Oui. Donc, pour redire ce qu'a dit notamment Grégoire, c'est l'effet GPS. Hein. Donc, depuis qu'on a des GPS, on tend à perdre la capacité à lire des cartes. Je pensais à Olivier Rey, je pense qu'il s'est pas mal exprimé dans des livres et des articles sur ces problèmes. Je crois qu'il décrit notamment un recul du QI. Et on est entré dans une époque où, alors c'est pas que l'IA, hein, c'est des modes culturels et une façon de passer son temps, un rapport au loisir, au travail qui a changé. Bref, c'est l'ensemble de notre culture qui conduit effectivement à des choses inquiétantes. Je veux pas être non plus trop pessimiste. Je pense que l'IA, c'est quand même un outil qui va nous aider à faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant, Voilà, c'est aussi un outil qui va nous stimuler, qui va nous obliger à réagir, à nous positionner. Ce qu'on a dit à propos de la créativité tout à l'heure, à mon avis, il faut le voir comme quelque chose de stimulant. L'intelligence propre de l'humain, on va devoir y repenser comme n'ont jamais eu à penser les humains, et je pense que c'est une expérience qui est riche aussi. Donc, je pense que c'est un défi qu'on doit relever ensemble, mais voilà, il faut être prudent, mais pas pessimiste. Je trouve que c'est une très belle conclusion, Bertrand, un défi qu'il faut relever ensemble. Donc, je vous remercie beaucoup en tout cas pour tous ces éclairages, tous ces échanges sur un sujet qui mériterait sûrement plus d'1 heure et demie, mais là, il commence à être tard, voilà. Donc, on a passé donc 1 heure et demie avec des références qui ont été mentionnées. Donc, n'hésitez pas aussi à aller les creuser. Et merci encore pour votre temps et pour ces échanges. Donc, passez une très bonne nuit et à très bientôt. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.